Nous, c'est Block Life, mec. On vient de Kansas City, Missouri. Tout le monde disait, c'est qui le blanc? Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas blanc, mais colombien. Il a commandité des meurtres, des fusillades. Alejandro Corredor était le plus gros dealer de cocaïne de Kansas City. Il avait une jolie maison dans un quartier paisible. Ça aurait pu être votre voisin. C'était la conjoncture parfaite, parce qu'il pouvait traiter directement avec les cartels mexicains. En espagnol ou en anglais, ça évite les intermédiaires. Bird et West Crook formaient Block Life. Mon putain de frère. Ils étaient comme des frères, il l'a aidé. Ils ont signé un contrat chez Universal. Il réalisait un fantasme. Le rap, la drogue, l'argent, le pouvoir. C'était caché dans le réservoir, dans les portières. La voiture était capitonnée de billets. C'était dans le minivan. On ne voulait pas le perdre. Les policiers ont confisqué de l'argent liquide en partance pour le Mexique. Corredor était responsable et ils lui ont dit « Tu dois tuer quelqu'un ». La police confirme un homme mort dans un des appartements. Trop de gens étaient morts. C'était fini. Nom de code, opération Blockbuster. Je voyais encore du bon en lui. Il a fait ce que personne d'autre ne voulait faire. Block Life, on a tous prêté serment, jusqu'à la mort ou la prison. C'est un cartel. Faut pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Alejandro Corredor, le caïd de Kansas City. Le quartier du Bronx, à New York, est généralement considéré comme le berceau du mouvement artistique appelé le hip-hop. Et c'est la ville de Compton, en Californie, qui a vu naître le gangsta rap. Un homme en particulier a contribué à populariser le rap auprès du grand public, entre les deux côtes. Le champion incontesté des ventes d'albums hip-hop est un blanc originaire du Midwest américain. Avant de devenir Eminem et d'accéder à la célébrité à Détroit, Marshall Mathers vivait au Kansas. Il a passé une partie de son enfance à Kansas City, dans le Missouri. Dans le sillage de sa consécration, un nouveau rêve américain a vu le jour. Un rêve qu'un gangster de l'Amérique profonde a vécu jusqu'au bout. Les gens essayaient souvent de la lui faire à l'envers parce qu'ils le prenaient pour un blanc. Tout le monde disait, c'est qui le blanc? Il n'était pas blanc, mais colombien. Ça, c'est mon putain de frère, Loulou. T'as vu comment on se ressemble? Ses amis rappeurs le surnommaient Loulou. Pour les agents fédéraux, il a bénéficié d'une conjoncture parfaite à Kansas City. On sait désormais qu'Alejandro Corredor menait une double vie. Au bout du compte, son histoire ressemble à une chanson de gangsta rap. Accusé de trafic de drogue en bande organisée, de blanchiment d'argent et d'homicide prémédité, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Quand on passe des années et des années avec des gens et qu'on gagne des millions de dollars ensemble, ça ne tire pas un trait comme ça. Il risquait la peine de mort. Il a choisi de parler. Le plus important, c'était de passer un accord avec le procureur pour qu'il ne requiert pas la peine de mort. Pour contenir le risque judiciaire, il coopère avec la police. On s'aime beaucoup tous les deux, mais ça n'aurait pas dû arriver. T'es coupable, tu vas au placard. Comme tout le monde. Cette histoire de cocaïne, de meurtre, de cartels mexicains et de gangsta rap dans le Midwest américain
était passé plus ou moins inaperçu, jusqu'à ce que 2 jeunes journalistes ambitieux tombent dessus par hasard. On cherchait à prouver que les cartels de la drogue mexicains opéraient à Kansas City. J'ai tapé Kansas City et cartel de drogue dans Google et j'ai découvert un entrefilet dans le Kansas City Star qui datait de la mise en examen de Corredor. Ils viennent de trouver une mine d'or. Tous deux sont encore étudiants. Ian Cummings achève sa 5e et dernière année à l'université du Kansas, tandis que Chris Hong est en 4e année. On était tous les deux à fond dans les histoires policières et les séries comme Sur écoute. Et tout d'un coup, avant même de trouver du boulot, on est tombé sur une affaire avec exactement le même genre de trafic que ceux qu'on voit à la télé. Et on a pris un cours de journalisme accéléré. Je commençais à utiliser Pacer, les archives judiciaires électroniques. J'ai cherché Alejandro Corredor dans le système et il y avait tout son dossier. Il est question d'un vaste trafic de cocaïne en bande organisée. D'après le procureur, Corredor est directement lié au cartel du Sinaloa. À en croire le bureau du procureur, c'était un des plus gros trafiquants de drogue jamais arrêtés. C'est quand même quelque chose, d'autant que ce type aurait pu être votre voisin. Et puis il y avait le meurtre, et c'est là qu'on a compris qu'on tenait quelque chose. Chris Hong et Ian Cummings révèlent au public l'emprise du malfaiteur au cœur de l'Amérique profonde. J'en revenais pas en lisant certains trucs. J'étais un peu énervée. Cindy Harris rencontre Alejandro Corredor en 2006. Elle l'épouse quelques années plus tard et met au monde son seul enfant. Quand on regarde ça de l'extérieur et qu'on lit ce que disent les gens, on a l'impression que c'est un monstre. Mais si vous passez un moment avec lui, vous le verrez autrement. Il n'est pas comme ça. C'est dans la nature humaine. Quand on aime une personne, on ne la voit pas comme elle est vraiment. Vendre de la drogue, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie. Un jour ou l'autre, on se retrouve en prison, ou on se fait tuer par un type qui pense qu'on a mieux réussi que lui. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. Et Alejandro Corredor a bien failli se faire tuer. L'argent a ouvert beaucoup de portes. C'était le seul point positif. Mais il y avait aussi des points négatifs, comme par exemple se faire tirer dessus en sortant de boîte. Loulou attendait dans le 4x4 et un type a voulu le braquer. Quand Devon est sorti du magasin, le gars lui a tiré dessus. Tourne ici et appuie sur le champignon. On lui a sauvé la vie, littéralement sauvé la vie, à de nombreuses reprises. Il s'est associé avec un cartel pour monter ce réseau. Où que tu ailles, ces types-là te retrouvent et viennent te chercher. Ceux qui connaissent Loulou Corredor disent qu'au moment de son arrestation, il était sur le point de prendre un nouveau départ. Il s'accrochait à la musique. Il voulait que ça marche. Il avait mis plus que de l'argent là-dedans. Pour lui comme pour eux, Block Life était un rêve parfaitement légal. Ils ont signé un contrat chez Universal environ 6 mois avant d'être mis en examen. Le Colombien avait un partenariat pas vraiment tacite avec Block Life, un groupe de rap de Kansas City en pleine ascension. Il était leur principal investisseur. On voulait tous en finir avec notre ancien mode de vie et emmener le groupe aussi loin que possible pour vivre comme on en avait envie. Et on y était presque arrivé. Mais ceux qui l'ont traqué pensent qu'il avait déjà trouvé sa vocation. Celle d'un caïd de la cocaïne qui écoulait sa drogue dans tout le Midwest américain. L'agent spécial King, qui faisait ce métier depuis 20 ans quand on est devenu équipier, m'a dit « Tu ne reverras jamais ça. C'est la conjoncture parfaite. » Les agents fédéraux chargés de l'affaire ont demandé à garder l'anonymat pour préserver la confidentialité des enquêtes en cours.
C'était la conjoncture parfaite, parce qu'il parlait couramment l'espagnol et pouvait traiter directement avec les fournisseurs de drogue. Et en même temps, il avait créé des liens avec un groupe de hip-hop. Il avait les moyens d'importer la cocaïne, mais aussi de l'écouler dans la rue. Alejandro Lulu Corredor a un pied dans chaque monde. Il est né à Bogota en 1975. La Colombie est alors considérée comme l'épicentre du narcotrafic mondial. Il avait eu une enfance difficile, mais il n'aimait pas trop en parler. Dans la Colombie des années 90, le sang coule à flot. Narcotrafiquants et guérillas antigouvernementales recourent à une violence aveugle et souvent mortelle. Juin 1995. 24 heures après l'arrestation du chef du cartel de Cali, une bombe explose à Medellín, au beau milieu d'un festival de musique. L'attentat fait 30 morts et plus de 200 blessés. Il disait que c'était dur là-bas. Je crois qu'il était content d'être venu ici parce qu'il pensait que ça lui permettrait de vivre plus vieux. À 18 ans, il a quitté la Colombie pour s'installer à Kansas City, où il avait de la famille. Son frère était déjà là. Son père l'a envoyé aux États-Unis pour l'éloigner de ce climat de violence. Immigré sans papier, il trouve un emploi de serveur et s'évertue à devenir invisible, à se fondre dans l'Amérique profonde. Les gens qu'on a interrogés ont décrit quelqu'un d'intelligent et de très sympa. Beaucoup ont évoqué un chic type. Mais à force de vivre dans la clandestinité, il commence à consommer de la drogue et se prend à rêver d'une vie meilleure. Il était venu pour fuir la Colombie et on lui a proposé de la drogue. Il n'est pas arrivé avec, il s'est retrouvé pris dans le truc. En 1997, alors que Slim Shady accède à la célébrité en incitant les gens à sniffer de la cocaïne et à fumer de l'herbe, Lulu trouve sa vocation. Il a commencé à vendre de la drogue très tôt et il était doué. Or, quand on est doué, on finit par monter en grade. En 2001, il fait la rencontre d'une jeune américaine, Melissa. Chris Hong et Ian Cummings ont réussi à l'interviewer. C'est une fille de la campagne. Elle a grandi dans le Kansas rural. J'ai cru comprendre que c'était une femme plutôt simple, un peu trop paisible pour lui. Ils se sont rencontrés en boîte. À l'époque, elle était avec un policier de Lawrence, à environ 45 minutes de route. D'après ce qu'elle raconte, il n'arrêtait pas de venir la voir pour lui demander de sortir avec lui. Et elle a fini par dire « Ok, allons-y ». Elle quitte le policier pour se mettre en couple avec un Colombien hors la loi. Elle savait qu'il prenait de la drogue et, à mon avis, elle n'aurait pas été surprise d'apprendre qu'il en vendait un peu. Lorsqu'ils commencent à sortir ensemble, ils possèdent déjà un garage et plusieurs maisons en location. C'était quelqu'un de sociable. Il s'est rapidement créé un réseau à Kansas City. Ses meilleurs amis sont les chanteurs d'un groupe de rap local. C'était Bird et Westbrook, deux types qui lui avaient été présentés par une connaissance commune. De leur vrai nom, DeAndre Jones et Dennis Westbrook, ils ont monté Block Life Entertainment, un label indépendant dont Innis Campbell était le manager. Ça venait vraiment de la rue. Il y a plein de mecs qui rappent sur n'importe quoi, mais eux, ils parlaient de trucs qu'ils avaient vraiment fait ou pas fait. Ceci est une déclaration officielle. Nous ne vendons pas de drogue. OK? Merci. Sean Charles chantait dans le groupe.
On faisait de la musique bien avant de connaître Alejandro. Mais en entendant la musique qu'on produisait à toute petite échelle, il a imaginé ce qu'on pourrait faire à plus grande échelle. C'est là qu'il a décidé d'investir dans notre entreprise. Apparemment, Alejandro Corredor avait un paquet d'argent dont il ne savait pas quoi faire. Alors il a investi dans un groupe de rap dont la carrière a décollé. J'ai ces albums et ils ne sont pas si mauvais. Ils étaient très talentueux. Il a su repérer ce talent et il a décidé de les aider en les finançant. En 2003, Loulou fait sa demande à Melissa. Il omet simplement de lui dire qu'il mène une double vie. La jeune femme ne tarde pas à avoir des soupçons. Ils étaient allés chercher un certificat de mariage et ils devaient fournir une pièce d'identité. Corredor a sorti un passeport, mais l'employé de la mairie lui a dit « Vous devez savoir que c'est un faux ». Elle ne s'y attendait pas. Elle était très en colère. Je crois que Melissa s'est sentie gênée. Et puis, elle a commencé à se demander quel genre de type c'était et ce qu'il cachait d'autre. L'ayant épousé malgré tout, elle ne tarde pas à découvrir son secret. Monsieur Corredor a été arrêté en Oklahoma et la police a saisi près de 40 kilos de cocaïne. La drogue se trouvait dans un autre véhicule. Monsieur Corredor conduisait ce qu'on appelle la voiture ouvreuse. Il précédait la voiture avec la cocaïne. Transféré à la prison de Pratt dans le Kansas voisin, Loulou appelle aussitôt sa femme. Il a téléphoné à Melissa pour lui dire qu'il y avait des choses dont il fallait se débarrasser au sous-sol. Elle raconte qu'ils ne se connaissaient pas encore très bien. Ils venaient de se marier. Quand ils ont emménagé ensemble, ils ont chacun apporté tout leur bazar et ils en ont mis une partie au sous-sol. Elle ne s'attendait pas à découvrir des sacs poubelles de marijuana et des briques de cocaïne. À partir de là, elle m'a dit qu'elle avait paniqué. Elle est remontée à l'étage et elle a commencé à tout jeter dans les toilettes. Et c'était tellement épais que ça a bouché les canalisations. Pendant que Corredor se morfond dans une cellule, Melissa s'enfuit de la maison. Elle ne reviendra jamais. Son style de vie a commencé à changer et elle a dû s'adapter. Quand on ne veut pas s'adapter, il ne faut pas s'étonner. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à Monsieur Corredor. On les a vus mettre des caméras en place. Ils nous surveillaient depuis la rue. C'était chaud. En 2005, la double vie d'Alejandro Corredor est révélée, au moins à sa femme. Le caïd de Kansas City est arrêté en Oklahoma et accusé d'avoir pris la tête d'un convoi de transport de cocaïne. La police a interpellé une des voitures et du coup, tout le monde s'est fait prendre. Bien qu'on n'ait pas trouvé de drogue dans le véhicule qu'il conduisait, Loulou passe 6 mois en détention. Je ne sais pas très bien comment, mais il a réussi à s'en sortir à peu près indemne. Oui, on a obtenu l'habeas corpus et il a été libéré. Il est amené devant un juge qui estime sa détention arbitraire et ordonne sa relaxe, faute d'éléments à charge. Il s'en est sorti sans être poursuivi. Lorsqu'il rentre chez lui, il est à nouveau célibataire. Melissa s'était enfuie. J'ai l'impression que pour Corredor, ça a été une leçon de vie. Il a compris qu'il ne pouvait sans doute pas vivre avec une personne normale. Il lui fallait quelqu'un qui accepte ce genre de choses. Nous avons décidé d'aller voir sur place. On s'est rendu à une adresse associée à Alejandro Corredor. On a frappé à la porte et on a posé des questions. On n'avait rien à perdre. On a le droit de poser des questions à n'importe qui. 2 hommes ouvrent la porte, DeAndre Jones et Dennis Westbrook.
C'est à ce moment-là qu'on a découvert ses liens avec Block Life Entertainment. En 2006, Jones et Westbrook ont sorti leur premier album, Bleed the Block, financé en partie par Alejandro Corredor. Il nous a donné de l'argent, il nous a aidés à trouver des dates de concert. En gros, il s'occupait de tout ce qu'on n'arrivait pas à couvrir nous-mêmes. Il avait une maison sur la 95e, où on se voyait tous. Au moment de la sortie du premier album, on traînait là-bas. C'était une de ses propriétés. On a fini par faire une perquisition dans cette maison. On a trouvé des armes à feu dans presque toutes les pièces, de la marijuana, un peu de cocaïne, des pilules d'ecstasy et $12 000 en espèces. Alejandro était le propriétaire de la maison. Il m'a demandé d'aller parler aux agents sur place. Il n'y avait pas grand-chose à faire à part se présenter et dire « S'il y a des poursuites, tenez-moi au courant, on verra ce qu'on peut faire ». À ce stade, ma curiosité était éveillée. Je me demandais qui était ce type. Mais il a subitement disparu du paysage. Loulou change sa manière d'opérer et de vivre. Il se fait oublier en s'installant à Fairway, une banlieue résidentielle de Kansas City, surnommée la ville des arbres. Les rues sont bordées d'ormes et de chênes majestueux. Le taux de criminalité est très bas. On y trouve surtout des familles. Je crois qu'il essayait d'avoir une vie plus calme, loin de la folie qui s'était emparée de ses affaires. Mais en tant que figure établie du narcotrafic, il est devenu une cible. À la base, mon cousin Devan et lui avaient emménagé ensemble dans la maison de Fairway. Le cousin de Cindy Harris est le bras droit du Colombien. Un type a voulu le braquer. Loulou attendait dans le 4x4 et Devan était dans un magasin de fringues. Quand il a vu ce qui se passait, Devan est sorti du magasin et le gars lui a tiré dessus. Devan était un très bon ami. Quand il s'est fait tuer, Cindy et Loulou se sont rapprochés parce que c'était son cousin et c'était son bras droit. On a commencé à les voir très souvent ensemble. Mère célibataire, la jeune femme a déjà 2 enfants. Devan s'est fait tuer en septembre 2006. Après sa mort, j'ai emménagé avec les enfants dans la maison de Fairway. On n'a pas eu le temps de dire ouf qu'ils étaient fiancés et prêts à se marier. Ce que faisait Corredor ne lui posait aucun problème. Il n'a pas eu besoin d'être aussi discret qu'il l'avait été avec sa première femme. Là d'où je viens, on grandit avec ça. Ce n'était pas grave pour moi. Malgré le coup de semonce reçu en Oklahoma, il persiste et passe même à la vitesse supérieure. Les dealers approvisionnés par Corredor fournissaient certains des gangs les plus violents de Kansas City. Pour découvrir l'origine de la drogue, les agents fédéraux misent sur la négligence de Loulou. On a procédé à une saisie des ordures, c'est-à-dire qu'on a récupéré ses poubelles devant chez lui. Dans les poubelles saisies devant l'une de ses propriétés à Kansas City, il découvre des ordres de virement électronique vers le Mexique. En faveur d'un certain Martin Gaspar Castenado Morales. Surnommé Flaco, c'est un des lieutenants du cartel du Sinaloa. Il se fournissait directement auprès des cartels mexicains. D'après les policiers, il fait venir 50 kilos de cocaïne à Kansas City tous les 15 jours. Et pour accroître sa force de vente, il se tourne vers son autre entreprise. Et c'est pour ça que la police a fait la différence entre l'activité musicale et l'activité illégale de Block Life. Comme je l'ai dit aux flics, je m'occupais pas de ce qu'ils faisaient de leur journée. Ils sont tous majeurs et vaccinés.
Les Mexicains lui fournissaient la cocaïne qu'il revendait à ses associés de Block Life Entertainment. Et ces derniers la transformaient en cocaïne base avant de l'écouler dans la rue. Il gagnait plus d'argent et il commençait à vivre comme un rappeur. Il avait un Hummer recouvert d'un sticker géant de Block Life. Totalement ridicule. Vous imaginez une voiture comme ça garée dans une banlieue de Kansas City? Tous les gens qu'on a interviewés nous ont parlé du gros 4x4 garé devant chez lui. Je crois qu'il réalisait un fantasme américain. Le rap, la drogue, l'argent, le pouvoir. À l'époque, Eminem fait une pause qui s'éternise. Il est temps pour Block Life d'investir la scène nationale. On a fait de gros concerts et on les a bien rentabilisés. On vendait des CD, des serviettes, des tasses, ce genre de choses. Et après le concert, on comptait l'argent. On se faisait un paquet de fric en toute légalité. De son côté, Alejandro Corredor est aussi devenu une figure incontournable de Kansas City. En 2008, les agences fédérales ont assez d'éléments à charge pour demander au ministère de la Justice l'autorisation de mettre le Colombien et ses associés sur écoute. Mais les choses se précipitent avant même qu'ils aient obtenu le feu vert. La police de la route du Texas arrête un minivan à Amarillo et trouve de la cocaïne dans un compartiment secret. Et les policiers persuadent le conducteur de coopérer. Les agents de la lutte antidrogue au Texas et à Kansas City organisent une livraison sous surveillance. Ils ont suivi la cocaïne jusqu'à une maison dans les quartiers nord-est de Kansas City. Et ils ont vu quelqu'un la réceptionner. Ils savent que la maison sert de planque au cartel du Sinaloa. Ils ont obtenu un mandat de perquisition, ils sont entrés, ils ont arrêté quelques personnes et ils ont trouvé un livre de compte avec des noms, des sommes et des quantités de cocaïne. Le livre de compte retrouvé dans cette maison lui attribuait des centaines de kilos de cocaïne. C'était un bon élément de preuve. Dans une des pièces, ils trouvent encore mieux. Une valise contenant une douzaine de kilos de cocaïne avec une étiquette à bagages au nom d'Alejandro Corredor. Sur l'étiquette à bagages, il n'y avait même pas de nom de code. C'était son vrai nom. Je lui disais, si tu veux devenir millionnaire, il est temps d'arrêter. Surtout que tu as une entreprise légale. C'est ce qu'on se disait tous, qu'il fallait arrêter avant qu'il soit trop tard. Mais Loulou n'est pas encore prêt à se retirer du jeu. C'est pas facile de trouver des gens qui acceptent de coopérer quand en face, on a quelqu'un qui n'hésite pas à mettre un contrat sur leur tête et à les faire tuer. En 2007, des agents fédéraux tombent par hasard sur un des plus gros caïds du Midwest américain. Lors d'une perquisition dans une maison de Kansas City, ils découvrent une étiquette à bagages à son nom sur une valise pleine de cocaïne et de billets. Corredor. 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 C'est presque comme si le malfaiteur lançait une invitation à la justice. Venez m'arrêter. En collaboration avec la brigade anti-gang de Kansas City, le service de répression des fraudes et l'agence de lutte anti-drogue, les enquêteurs de la sécurité intérieure lancent l'opération Blockbuster pour coincer Alejandro Corredor. Il commence par mettre ses communications sur écoute et suivre ses déplacements par GPS. Le fait de le suivre nous a aidé à consolider le dossier. Il mesure rapidement l'ampleur de son réseau. La plupart de ces types connaissent la chanson. Ils parlent rarement au téléphone. Mais Corredor, lui, parlait à Flaco, au Mexique. Et il parlait souvent de façon explicite. Flaco, c'est le contact d'Alejandro Corredor au sein du cartel du Sinaloa. Celui qui lui fournit la cocaïne. Corredor avait 20 personnes sous ses ordres.
Mais de l'autre côté de l'organisation, il y avait les Mexicains qui récupéraient l'argent et faisaient entrer la drogue aux États-Unis. À l'apogée de son règne, Loulou reçoit jusqu'à 50 kilos de cocaïne tous les 15 jours. Ça arrivait chez lui, et ensuite, tout le monde se réunissait pour la répartition. Il prenait la marchandise à crédit et il la payait environ 20 000 $ le kilo. Si on fait le calcul, ça représente entre 1 million et 1,5 million de dollars de cocaïne. En consignation. Quelques semaines plus tard, les Mexicains repartent vers le sud, à bord d'une autre voiture en remorquant un véhicule derrière eux. En gros, ils remorquaient une voiture dans laquelle ils avaient planqué l'argent pour traverser la frontière. C'était caché dans le réservoir, dans les portières. La voiture était capitonnée de billets de haut en bas. Et il leur devait en permanence 300 000 $ ou 1 million de dollars pour la cocaïne déjà envoyée. Quand on doit autant d'argent à des gens comme ça, on est en mauvaise position. Mai 2009. L'opération Blockbuster fragilise encore davantage la situation du Colombien. Il y a un 9 mm chargé là-dedans. On a saisi 655 000 $ dissimulés à l'intérieur du véhicule. Après avoir mis les écoutes en place, ils ont créé une perturbation majeure dans leurs affaires. Ils savaient qu'ils allaient en discuter, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a reçu un coup de fil de Flaco, du cartel du Sinaloa, qui lui a dit qu'il s'était fait voler une grosse quantité de marijuana de qualité supérieure. Il voulait savoir qui avait fait ça. Corredor avait pas mal de contacts dans la rue et il a promis de se renseigner. Le Colombien découvre qu'un certain Steven James vend justement une marijuana de la même variété. Corredor a donc dit à Flaco, « J'ai trouvé quelqu'un, c'est un type que je connais. Qu'est-ce que je dois faire ?» On lui a demandé de récupérer la drogue ou de la faire payer. Steven James, c'était mon cousin. En gros, Alejandro voulait que je m'occupe de ça à sa place. Et comme c'était mon cousin, il a juste donné un avertissement. Apparemment, Steven James ne voulait pas coopérer. Flaco a dit qu'il fallait le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. La police confirme avoir reçu un coup de fil signalant la présence d'un homme mort dans un des appartements. Il aurait été abattu. C'est Loulou lui-même qui s'est trahi au téléphone. Corredor a fait son rapport à Flaco en lui disant « C'est fait ». Très excité, Flaco lui a demandé s'il s'en était chargé lui-même. Il a répondu « Non, c'est un de mes potes qui l'a fait ». Quand vous faites des affaires avec eux, que vous connaissez leur nom et qu'ils connaissent le vôtre, que vous leur prenez 50 kilos de cocaïne à crédit, s'ils vous disent de tuer quelqu'un, vous obéissez. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Flaco revient à la charge un mois plus tard. Il y a eu une conversation entre Flaco et Corredor qui était plus ou moins codée. Mais on a vite compris qu'ils avaient tiré sur quelqu'un. Cette fois, il n'y a pas eu d'avertissement. Les deux hommes ne donnent pas de nom ni de raison. Ils précisent juste que la victime a été abattue alors qu'elle sortait ses poubelles. Il a dit « T'as fait comment ?» Il a pris 3 bastos dans le bide. J'ai compris qu'on avait un nouveau meurtre. On ne l'avait pas vu venir. Les enquêteurs appellent la police criminelle de Kansas City pour lui décrire les faits. Le sergent m'a dit « Oui, on a un hispanique qui sortait ses poubelles et qui s'est fait tirer dessus par 2 types noirs. » L'homme, un certain Luján Salgado, a survécu à ses blessures. En l'interrogeant, la police s'est aperçue qu'il n'avait pas de papier et que par le passé, il avait déjà été expulsé et poursuivi pour vente d'héroïne. Salgado est reconduit à la frontière et l'affaire est classée sans suite. Mais le scénario semble devoir se répéter. Je me souviens qu'en lisant les transcriptions, je me suis dit « Cette fois, c'est fini. » Il parlait de représailles. Va chercher le flingue. Il voulait tuer quelqu'un.
Avril 2008, Block Life, le groupe vedette de Kansas City, sort son deuxième album, Gorillas and Birds. Les rappeurs sont financés par un baron de la drogue, du nom d'Alejandro Corredor. Mon putain de frère, tu vois ce que je veux dire? Alejandro nous a aidés à arriver là. Westbrook et Cuckoo Bird avaient écrit un véritable chef-d'œuvre. On avait signé un gros contrat avec Universal. On était tout en haut. Et tous les autres étaient à des kilomètres derrière nous. Des kilomètres. Il y a un morceau qui dit « Attention quand tu traverses l'Oklahoma ». Mais 6 semaines plus tard, la police met la femme de Loulou derrière les barreaux. Elle avait de la marijuana sur elle, alors ils l'ont arrêtée et ils ont confisqué la voiture. C'était juste un petit joint. Je me disais, comment peut-on se retrouver en prison pour un simple joint? J'étais enceinte et il ne savait pas quoi faire. Du coup, il a perdu les pédales. Le 11 juin, Alejandro Corredor est enregistré alors qu'il s'apprête à commanditer un meurtre. Les écoutes téléphoniques révèlent qu'il y a un contrat en cours. Les types avaient cambriolé une de leurs planques. Ils avaient pris la drogue et l'argent. Le locataire a appelé en pleurant et en se lamentant. Et il s'en est suivi une conversation du genre « On ne peut pas tolérer ça, il faut faire quelque chose ». En un printemps, Corredor s'est déjà plié 2 fois aux instructions de son contact, un lieutenant du cartel du Sinaloa. Un homme a été tué. Un autre a survécu après avoir pris 3 balles dans le corps. Le jour où ils vont chercher la mise en examen signée par un juge, les agents fédéraux enregistrent le Colombien. Ce coup-là, c'est lui qui donne les ordres. Le téléphone était sur écoute et il parlait de représailles. Va chercher un flingue, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Il savait qui c'était, et c'est pour ça qu'on a dû clore le dossier. Cette fois, c'était fini. C'est moi qu'ils ont arrêté en premier. Tout d'un coup, en regardant dans le rétro, j'ai vu tout un tas de voitures de police et de voitures banalisées derrière moi. Je me suis dit, tout ça pour un excès de vitesse? Le lendemain, c'est au tour de Loulou. L'équipe d'intervention l'a sorti de la maison. C'était la première fois que je le rencontrais. S'il n'y avait pas eu les écoutes et sa réputation, j'aurais dit qu'il était doux comme un agneau. Alejandro Corredor est accusé de trafic de drogue en bande organisée. Pour le procureur, il est à la tête d'un des plus gros réseaux de distribution de cocaïne et de marijuana de tout le Midwest américain. On a inculpé 30 personnes. Block Life tombe en même temps que le caïd de Kansas City. Ils ont arrêté DeAndre Jones, qui était un de ses proches, et Dennis Westbrook, qui faisait partie du même groupe. Bird est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Westbrook écope de 20 ans. Avec la collaboration de leurs plus grands fans, la police a pu démanteler ce qu'elle appelle la branche illégale de Block Life. Il a beaucoup aidé la justice. Il a fait preuve d'une honnêteté douloureuse, presque brutale. Il aurait pu se taire et dire « je ne sais rien ». Ça se serait arrêté là. Nous, les membres de Block Life, on a prêté serment. Et on doit s'y tenir jusqu'à la mort ou jusqu'à la prison. On n'y renonce pas dès que les choses se corsent. Non, on est censé continuer. La loyauté avant tout, quels que soient les obstacles. Sean Charles a été condamné à 18 mois de réclusion après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent. Quant à Cindy Corredor, également mise en examen pour blanchiment d'argent, elle a été libérée avant le procès de son mari. Je suis convaincu qu'il a fait tout ça pour alléger la peine de Cindy, qui était enceinte. C'est tout à son honneur.
Grâce à sa coopération, les autorités font tomber presque tous ceux qui travaillent sous ses ordres. Aux yeux du procureur, Loulou est au sommet de la pyramide. Flaco n'est jamais sorti du Mexique et il est extrêmement difficile de faire extrader quelqu'un du Mexique. Lorsqu'Alejandro Corredor passe en jugement, Flaco est déjà hors d'atteinte. Un jour, je me suis installé devant mon ordinateur et j'ai fait une recherche approfondie sur ce type. À la 5e ou 6e page, je suis tombé sur un article en espagnol dans un journal de Ciudad Juárez. D'après le journal mexicain, il a été abattu en mai 2010, dans la rue, par un homme et une femme inconnus. L'affaire n'a pas été résolue. Ce sont les deux auteurs du papier publié par le Kansas City Star qui me l'ont appris. J'étais très surpris. J'ai regardé sur Internet et en effet, il n'y avait qu'à chercher sur Google. « 13 juin 2012. Alejandro Corredor comparaît devant le tribunal fédéral du district ouest du Missouri pour le prononcer de la peine. Joseph Marcus, le procureur, a rappelé que Corredor avait été particulièrement coopératif et il a demandé au juge de le condamner à moins de 20 ans d'emprisonnement. Mais sa coopération lui permet uniquement d'éviter la peine de mort. Elle l'a puni comme elle estimait qu'il le méritait. Elle lui a donné 30 ans. « 30 ans, ce n'est pas si cher payé quand on pense à ce qu'il a fait. » Le jour du jugement, il rencontre sa fille pour la première fois. Quand Alejandra est née, il était en prison et Cindy venait d'être libérée. Il ne l'avait vu que par écran interposé. Et comme elle était tout près de lui, il a demandé au juge s'il pouvait prendre son bébé dans ses bras. Je savais que ce ne serait pas accordé. Je pense que sa requête et les arguments de son avocat l'ont irritée. Elle a refusé. Je crois que ça l'a plus atteint que les 30 ans. Alejandro Corredor devrait sortir en 2042. Il aura 67 ans. Comme je lui ai dit, ça aurait pu être pire. Ta fille sera grande, et ce n'est pas si mal. Elle sait où est papa.